Tout au long de la vie, nous nous demandons parfois ce qu'est vraiment la vie. Et finalement, en réfléchissant à cela, nous finissons souvent par penser, en vieillissant, comment puis-je être plus heureux? Tout le monde rêve d'une retraite heureuse, du moins pour soi-même. Pour réaliser ce rêve, chaque moment présent a de la valeur et est important. Avec l'information que l'espérance de vie moyenne peut dépasser 100 ans, nous constatons que le seuil officiel de l'entrée dans la vieillesse est de 80 ans. Si nous pouvons franchir le mur des 80 ans sans difficulté, nous pouvons vivre en meilleure santé et plus heureux. Et selon les choix que nous avons faits à 60 et 70 ans, la vie des 30 années suivantes sera décidée. Aujourd'hui, je veux parler de l'attitude à adopter pour créer une vie de retraite heureuse à travers les sagesses des livres. Avant de regarder, il est très utile de s'abonner et d'aimer la vidéo, ainsi que d'activer les notifications. Il n'est pas nécessaire de se faire du mal en s'inquiétant du regard des autres. Ce que vous voulez et ce que vous aimez sont deux choses différentes. Nous voulons souvent de meilleures choses, comme un smartphone plus performant, un partenaire exceptionnel ou une maison plus grande. En voyant ces choses, nous pouvons ressentir le désir de les avoir. Mais une fois que nous avons obtenu ce que nous voulons, nous pourrions être plus heureux. Cependant, c'est en réalité une illusion. Car le bonheur vient lorsque nous avons ce que nous aimons, pas seulement ce que nous voulons. Ce que nous voulons et ce que nous aimons peuvent se chevaucher, mais ne sont pas tout à fait identiques. Pour simplifier, nous voulons souvent des choses que nous n'avons pas encore, tandis que ce que nous aimons peut être ce que nous avons déjà ou ce que nous n'avons pas. Alors, comment pouvons-nous faire la distinction entre ce que nous voulons et ce que nous aimons? Nous pouvons examiner cette différence à travers deux exemples. Le professeur de psychologie célèbre Kim Kyung-il a raconté une histoire lors d'une de ses conférences. Il a emmené un enfant dans un parc d'attractions. Par une belle journée ensoleillée, alors qu'il profitait d'un week-end relaxant, l'enfant a vu des ballons dans les mains des autres enfants. Immédiatement, il a demandé à ses parents de lui acheter un ballon. Le professeur a acheté un ballon pour l'enfant, et celui-ci était si heureux qu'il avait l'impression d'avoir le monde entre ses mains. Cependant, peu de temps après, alors qu'il jouait joyeusement, l'enfant a laissé tomber le ballon. Il a pensé, « Oh, l'enfant va pleurer et réclamer un autre ballon qu'il voulait tant. » Mais à sa grande surprise, l'enfant a continué à courir et à jouer sans montrer de tristesse. Nous pouvons également examiner l'histoire du professeur de psychologie Tal Ben-Shahar à Harvard. Son fils tenait beaucoup à un petit jouet et l'emportait partout. Ce jour-là, en sortant avec sa famille, l'enfant tenait également fermement son jouet. Cependant, sur le chemin du retour, il a laissé tomber le jouet à travers la porte de l'ascenseur. L'enfant s'est arrêté et a commencé à pleurer à chaudes larmes. Bien qu'il ait essayé de le consoler en disant qu'il lui achèterait un jouet mieux, cela n'a eu aucun effet. Ces deux exemples montrent la distinction entre le désir et l'affection. Dans le premier exemple, l'enfant voulait le ballon parce qu'il voyait que tout le monde en avait un, et une fois qu'il a obtenu le ballon, ce sentiment de jalousie a disparu immédiatement. Ainsi, il ne valorisait plus le ballon et ne ressentait pas de regret lorsqu'il l'a perdu. En revanche, dans le deuxième exemple, l'enfant aimait vraiment le jouet et y tenait beaucoup, donc lorsqu'il l'a perdu, il a ressenti une grande perte. Non seulement les enfants, mais nous aussi. Lorsque nous achetons une nouvelle voiture, nous pouvons nous sentir très heureux et considérer cela comme précieux. Mais peu de temps après, nous nous y habituons et cela ne nous semble plus spécial. En revanche, ce que nous aimons vraiment est différent. Un vêtement que nous avons rencontré par hasard lors d'un voyage peut encore nous faire sentir attachés, même si la mode a changé. Même si notre tour de taille a augmenté et que nous ne pouvons plus le porter, le simple fait de le garder dans notre placard peut nous rendre heureux. Pensez un instant. Si deux personnes vous avouent leurs sentiments, l'une dit « je t'aime » tandis que l'autre dit « je t'aime bien », comment vous sentiriez-vous? Avec qui aimeriez-vous être plus proche et avec qui aimeriez-vous passer plus de temps? Pour toute personne ou objet, ceux qui ne désirent qu'une chose pensent souvent uniquement à ce qu'ils désirent.
Mais ce qu'ils veulent vraiment n'est pas l'objet, mais leur propre version lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ces personnes comparent constamment leur présent à un avenir imaginaire où elles auraient ce qu'elles désirent, et souhaitent échapper au présent. Elles croient que si elles peuvent simplement obtenir ce qu'elles veulent, elles seront beaucoup plus heureuses et en sécurité. Mais une fois qu'elles ont réellement ce qu'elles veulent, le sentiment de bonheur et de satisfaction disparaît en un instant, et elles tourneront de nouveau leur regard vers autre chose. En revanche, ceux qui aiment réellement quelque chose l'apprécieront, l'aimeront et y tiendront. Ainsi, ils ne se laissent pas facilement distraire par de nouvelles choses. En réalité, notre cerveau fonctionne également différemment face à ce que nous voulons et à ce que nous aimons. Une étude a observé le cerveau des souris pour démontrer cela. Un psychologue a placé quelque chose que les souris n'aimaient pas dans une assiette, puis a implanté des électrodes dans le cerveau des souris et a créé une stimulation. La zone du cerveau qu'ils ont stimulée est celle qui s'active lorsque les mammifères ressentent du plaisir. Les chercheurs ont prédit que les souris éprouveraient du plaisir et mangeraient avec appétit en consommant quelque chose qu'elles n'aimaient pas. En réalité, les souris ont mangé très rapidement, mais en observant de plus près, leur comportement était un peu étrange. Tout en mangeant avec enthousiasme, elles secouaient sans cesse la tête et frottaient leur visage. Ce comportement est très différent entre le fait de manger quelque chose qu'elles aiment et quelque chose qu'elles n'aiment pas. Lorsqu'elles voient de la nourriture qu'elles aiment, elles lèchent leur langue ou bougent leur bouche et leur mâchoire, tandis qu'en présence de nourriture qu'elles n'aiment pas, elles secouent la tête et frottent leur visage. Le comportement des souris dans cette expérience montre qu'elles ressentaient juste une impulsion à manger sans vraiment être satisfaites par cette nourriture. Cela prouve que ce que nous voulons et ce que nous aimons peuvent être différents. Par conséquent, remplir notre vie de choses désirées ne signifie pas que notre vie sera satisfaisante. Si nous nous méprenons à ce sujet, nous risquons de nous laisser emporter par des besoins temporaires et de remplir notre vie de choses que nous n'aimons pas. Cela entraînera un sentiment de vide et de manque lorsque la vie prendra fin. Si l'on y réfléchit, cela s'applique non seulement aux objets, mais aussi au travail, aux relations et à tous les domaines de la vie. Bien sûr, dans la vie, nous ne pouvons pas choisir uniquement des choses que nous aimons, des objets préférés ou des personnes que nous aimons. À ce moment-là, un critère de sélection utile est de se demander si cela est réellement nécessaire pour nous. Par exemple, si je décide d'acheter une montre, il y a 3 critères pour décider si je devrais l'acheter ou non. Ai-je envie de cette montre? Est-ce que j'aime cette montre? Ai-je besoin de cette montre? L'idéal est que les 3 questions aient une réponse « oui ». Si c'est le cas, je n'ai pas besoin d'hésiter et je peux acheter cette montre. Cela m'apportera une excellente expérience de consommation. Si je ne remplis pas les 3 critères, mais que je satisfais 2 des 3, c'est encore une consommation assez bonne. Cependant, si je ne remplis qu'un seul critère, alors je dois reconsidérer. L'ordre de priorité sera « nécessaire », puis « aimer », puis « vouloir ». Si c'est un objet essentiel, alors je ne ressentirai pas de regret. En revanche, si c'est quelque chose de non essentiel mais que j'aime, je me sentirai peut-être heureux mais éprouverai aussi un léger regret en regardant mon porte-monnaie. Cependant, si j'achète un objet dont je n'ai pas besoin et que je n'aime pas, simplement parce que je pense que peut-être avoir un comme ça chez soi serait bien, alors la joie s'estompera rapidement et il ne restera que des regrets. Il en va de même pour les loisirs de retraite que je souhaite apprécier dans ma vie future. Si j'ai un loisir que je veux, que j'aime et dont j'ai besoin, alors c'est l'idéal. Même si je ne remplis pas les 3 critères, je peux établir un ordre de priorité entre les loisirs nécessaires, les loisirs préférés et les loisirs désirés, ce qui m'aidera à réduire les regrets. Cependant, dans les relations humaines, il y a une légère différence. Les gens ne sont pas uniquement des objets pour satisfaire des besoins. À ce moment-là, il est nécessaire de changer un peu l'ordre de priorité. Dans mon cas, l'ordre de priorité est la personne que j'aime, la personne nécessaire et la personne que je veux. Bien sûr, si j'ai une personne qui correspond aux 3 critères, ce serait merveilleux.
Établir des critères personnels m'aidera à prendre des décisions plus facilement lorsque j'achète, travaille ou communique avec les autres. Plutôt que de vivre avec une vision limitée centrée uniquement sur ce que je veux, je peux avoir une vision plus large pour voir ce que j'aime et ce dont j'ai besoin. Classer ce que je désire peut être un peu fastidieux, mais essayer d'appliquer ce principe précieux à de petites choses, comme le choix d'objets. Si je m'habitue, je pourrai établir des normes solides pour moi-même. En vieillissant, garder une attitude non pessimiste. En regardant autour de moi, je peux voir beaucoup de gens se plaindre de la vie, blâmer les autres pour leurs difficultés, et se reprocher trop pour de petites erreurs et des conflits. Ne pas accepter la réalité et vivre dans l'autocritique et le pessimisme ne fait qu'alourdir la vie. Les chiens et les chats dans la rue ne font pas cela. Ils n'évitent pas ou ne refusent pas la réalité, mais l'acceptent joyeusement. Cela s'appelle l'acceptation en psychologie. Cela diffère de l'abandon ou de la renonciation. Accepter signifie reconnaître les choses telles qu'elles sont, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Lorsqu'une pensée négative apparaît, le cerveau continue de reproduire et de renforcer ces pensées négatives comme une boucle. Se libérer de la colère et du dégoût du présent, et accepter la réalité du vieillissement, non seulement profite aux autres mais, en fin de compte, met également un terme à la souffrance pour soi-même. Dans le livre « La puissance de la non-jugeote » d'un psychologue, une méthode a été introduite pour atteindre le bonheur à un âge avancé, c'est la pratique de se poser des questions. Dans la vie, il y a de nombreuses situations que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a des personnes qui disent de belles choses mais qui expriment aussi des propos négatifs, et il y a des gens qui me mettent en colère parce que la communication est impossible. Au lieu de dire « Qui est vraiment cette personne est certainement folle », demandez-vous « Pourquoi cette personne agit-elle ainsi » ou « Pourquoi est-ce que je ressens une colère soudaine ?» Il y a un dicton dans la culture occidentale qui dit « Soyez gentils, car tout le monde se bat avec une bataille que vous ne pouvez pas voir. » Avant de vous mettre en colère à cause du comportement incompréhensible des autres, pensez à s'il y a une raison pour laquelle ils agissent ainsi, ou si j'ai une vision trop étroite de la situation. L'empathie peut être divisée en deux types, l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. L'empathie émotionnelle ressemble à une capacité innée. Lorsque nous voyons quelqu'un pleurer, nous pouvons naturellement ressentir de la tristesse. L'empathie émotionnelle est liée à l'expérience de la tristesse et de la souffrance des autres et au désir de les aider. En revanche, l'empathie cognitive est une capacité innée qui ressemble presque à une compétence qui peut se développer à partir de l'âge de 4 ans, et elle se développe par l'effort et l'entraînement. L'empathie cognitive est lorsque nous pensons du point de vue de l'autre, que nous comprenons leurs pensées, leur situation, leur position et leurs émotions. Les personnes ayant une forte capacité d'empathie cognitive sont souvent curieuses de savoir pourquoi les autres agissent de cette manière et ont une curiosité intellectuelle et sincère pour comprendre les autres. Elles essaient de voir la situation du même point de vue que l'autre. À ce moment-là, elles peuvent saisir le flux de pensées dans leur esprit. Ce qui est surprenant, c'est que lorsque les autres se sentent respectés, le mur de protection dans leur cœur commence également à fondre. En psychologie, il existe un terme appelé « s'ouvrir », qui signifie partager des informations sur soi avec les autres. S'ouvrir est très important dans la construction de relations, car cela aide à établir la confiance à travers l'échange d'informations. Si vous souhaitez remplir votre vie, essayez de vivre d'abord une vie de renoncement. La saison des pluies au Cambodge est très pluvieuse. Par conséquent, les habitants vivant sur la côte doivent vivre sur des radeaux pendant environ 6 mois jusqu'à la fin de la saison des pluies. Contrairement à la terre ferme, l'espace sur les radeaux est très limité, donc ils ne peuvent emporter que les objets minimaux nécessaires à la vie. Lorsque la saison des pluies se termine et qu'ils retournent sur la terre ferme, les habitants n'achètent pas et n'entassent pas d'objets. De toute façon, après 6 mois, ces objets deviendront inutiles et seront submergés par l'eau. Si nous devions également déménager tous les 6 mois, que se passerait-il? Parmi les nombreux objets qui m'entourent actuellement, combien d'entre eux seraient réellement nécessaires? Une histoire d'un ami me vient à l'esprit.
Il y a quelques années, le mari d'une amie a été soudainement muté à Taipei, et ils ont dû se séparer et vivre séparément. Cette amie était en train de terminer sa thèse de doctorat et avait également un cours, donc elle ne pouvait pas penser à déménager et est allée à Taipei pour le rencontrer et l'aider. Bien sûr, à Taipei, elle devait continuer à écrire sa thèse, donc son mari lui avait préparé une table et un ordinateur à lui. L'amie était également très reconnaissante pour cela et a préparé des repas pour son mari afin qu'il puisse manger seul. Peu à peu, les affaires dans leur maison de Taipei ont commencé à s'accumuler. Au fur et à mesure que le temps passait à Taipei, ses vêtements et ses livres ont également commencé à s'entasser. Grâce à cela, ils ont pu vivre confortablement dans les deux endroits sans rencontrer de difficultés. Finalement, un incident s'est produit. L'entreprise a informé le mari qu'il devait revenir à Séoul dans les 3 jours. Alors qu'il était occupé par son travail et n'avait pas assez de temps pour terminer et transmettre son travail à son successeur, il a dû déménager lui-même. Juste à ce moment-là, mon amie avait également un examen de thèse dans les 2 jours suivants et elle n'avait pas de temps libre. Pendant qu'elle se préparait pour l'examen, elle ne pouvait pas dormir et se concentrait uniquement sur l'écriture de sa thèse. Et dans cette situation, son mari a appelé et lui a demandé de descendre l'aider. Cependant, l'amie ne pouvait pas descendre car elle était très stressée. Ce n'était pas tant le nombre de bagages pour engager une entreprise de déménagement, mais presque la moitié des objets étaient des choses qu'ils avaient emportées avec l'intention de jeter. Finalement, tout en nettoyant par lui-même, son mari a appelé toute la nuit pour se plaindre qu'il y avait trop d'objets et que peu importe combien il jetait, il n'en voyait jamais la fin. Il a dû monter et descendre les escaliers des dizaines de fois juste pour sortir les ordures. Après cet incident, sa façon de penser aux objets a complètement changé. Dès qu'il voyait quelques bouteilles en verre ou des boîtes en plastique s'accumuler, il ressentait de la peur et les jetait immédiatement. Auparavant, il avait hésité à jeter des vieux vêtements, mais maintenant, il était déterminé à nettoyer les vêtements non portés et les chaussures inutilisées chaque saison. L'expression « petit à petit » n'est pas sans raison. L'accumulation d'argent ou d'objets est vraie dans la réalité. Si nous ne gérons pas notre maison de manière consciente, les objets s'accumuleront naturellement sans que personne ne s'en aperçoive. Si nous ne gérons pas notre esprit de manière consciente, des pensées négatives ou des éléments inutiles s'étendront lentement dans notre esprit. Si après avoir entendu cette histoire, vous ressentez le besoin de faire le ménage mais ne savez pas par où commencer, posez-vous la question, si je devais déménager maintenant et que je ne pouvais emporter que les objets réellement nécessaires, que prendrais-je? Ou, si ma maison brûlait et que je devais sortir immédiatement, quels objets emporterais-je? Si ces objets ne sont pas ceux qui viennent immédiatement à l'esprit, cela signifie qu'ils ne sont plus importants pour vous. Pour ces objets, laissez-les partir facilement. Bien sûr, vous pouvez les jeter immédiatement. Si vous vivez légèrement pendant un mois sans beaucoup d'objets, vous deviendrez quelqu'un qui ne peut pas supporter d'entasser des objets inutiles. Les situations inévitables se résoudront d'elles-mêmes. Lorsque vous attendez l'ascenseur, de telles situations peuvent se produire. L'ascenseur du sous-sol 2 qui monte va ignorer le 7e étage où j'attends, s'arrêter au 9e, 12e, 15e, 20e, puis finalement descendre. Chaque fois que l'ascenseur s'arrête, je me sens de plus en plus tendu. Quand il finit enfin par s'arrêter au 7e étage, il s'arrête encore plusieurs fois avant d'atteindre le 1er étage. Mon cœur est rempli de frustration et mon visage dans le miroir est déformé. Cette fois, imaginez que je fais la queue au supermarché pour payer. Pendant ce temps, les 2 files à côté se réduisent rapidement, tandis que la mienne ne montre aucun signe de diminution. Je commence lentement à me sentir nerveux et frustré. De plus, il se peut que je sois en train de conduire et que la voie que j'emprunte soit toujours plus lente ou que je doive sans cesse m'arrêter au feu rouge, ou que je rate le bus ou le métro juste devant moi, ou que je découvre que le produit que j'attendais en promotion est épuisé, ou que, tout en étant ravi d'avoir acheté un produit à prix réduit, je réalise qu'il est moins cher ailleurs, ou que j'ai beaucoup de projets et de rendez-vous mais que je tombe malade et dois rester chez moi.
Peu importe à quel point je suis patient, ces situations imprévues rendent difficile de se retenir de prononcer une phrase ou deux. Lorsque des incidents inattendus se produisent, nous passons par un stress extrême. Rien ne se passe comme prévu, et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être malchanceux, comme si la vie ne se déroulait pas comme je le souhaite. En revanche, lorsque j'appuie sur le bouton de l'ascenseur et qu'il arrive immédiatement, ou que le bus ou le métro arrive tout de suite, ou que je conduis sans être arrêté par un feu rouge, ou que je découvre que le produit que je viens d'acheter est épuisé, ou que tout ce que je rencontre se déroule sans accroc, alors j'ai l'impression que la chance est de mon côté, et je me sens très bien dans ma vie ce jour-là. Ces situations sont toutes des choses très normales de la vie, mais si l'on y réfléchit, on constate qu'elles sont vraiment étranges. Le fait que l'ascenseur arrive immédiatement ne signifie pas qu'il va plus vite, que le passage en caisse plus rapide ne signifie pas que je vais bénéficier d'une remise, et que rater le bus ou le métro ne m'obligera pas à payer plus cher. Alors pourquoi notre humeur est-elle si facilement affectée par de si petits éléments? Le secret réside dans le sentiment de contrôle. Le sentiment de contrôle signifie se sentir capable de contrôler la situation. Cela signifie avoir la confiance que tout peut être contrôlé de la manière que je souhaite. Le sentiment de contrôle a une grande influence non seulement sur notre santé mentale, mais aussi sur notre santé physique. Il existe une expérience classique à ce sujet. Les chercheurs ont divisé des personnes âgées dans une maison de retraite en deux groupes. Un groupe a été autorisé à choisir et à prendre soin d'une plante, tandis que l'autre groupe n'a pu voir qu'une plante entretenue par le personnel de la maison de retraite. Après 1 an et demi, en comparant la santé des deux groupes, ils ont trouvé un résultat intéressant. Le groupe qui s'occupait de la plante est devenu plus joyeux, plus dynamique et plus agile. Étonnamment, le taux de mortalité de ce groupe était également beaucoup plus bas que celui de l'autre groupe. Cela montre que la confiance en sa capacité à contrôler la situation est essentielle dans la vie. Cependant, si vous essayez de contrôler des choses qui ne peuvent pas être contrôlées, de nombreux problèmes surgissent. Cela commence à vous faire perdre le bonheur dans votre vie. Par exemple, le nombre de fois que l'ascenseur s'arrête ou le temps d'attente pour un bus ou un métro sont des choses que je ne peux pas contrôler. Ces choses ne peuvent être prédites ou évitées, elles se produisent simplement. Même si je sais que cela est impossible, quand je fais l'expérience de la réalité, je me sens facilement inquiet et en colère. Tout le monde ressent cela. Je sens que je suis entraîné par des situations extérieures que je ne peux pas contrôler, et cela me met sous pression. À ce moment-là, je me demande, y a-t-il un problème? Pourquoi rien ne se passe comme prévu, et je cherche une cause qui n'existe pas, ce qui finit par aggraver mon humeur dans un cycle négatif. Nous faisons souvent l'erreur de penser que nous ne pouvons pas contrôler des choses qui, en réalité, sont incontrôlables. La raison pour laquelle nous confondons ce qui est impossible à réaliser avec ce qui peut l'être, c'est à cause de l'habitude de réagir immédiatement aux stimuli sans évaluer objectivement la situation et les conditions que nous rencontrons. Si vous sentez que rien ne se déroule comme prévu, habituez-vous à vous demander, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si ce n'est pas le cas, alors abandonnez-le avec clarté. C'est inévitable. À la place, cherchez ce que je peux contrôler et agissez. Même si ce ne sont que de petites choses, agissez. Par exemple, si j'attends l'ascenseur mais qu'il est en retard, au lieu d'appuyer sur le bouton d'appel avec frustration, je peux respirer profondément et ajuster mon rythme de respiration, ou m'étirer pour me détendre, ou réfléchir à ce que j'ai à faire dans la journée et planifier, ou réviser les phrases en anglais que j'ai apprises hier, ou supprimer des photos ou documents inutiles sur mon smartphone, ou simplement prendre conscience de mon inconfort intérieur et l'explorer. Bien que je ne puisse pas contrôler le fonctionnement de l'ascenseur, si je réoriente mon attention vers des choses que je peux contrôler et que j'agis, mon état d'esprit sera totalement différent. Je ne peux pas changer la situation, mais je peux changer mon attitude face à cette situation. Alors, abandonnez l'attitude qui dépense de l'énergie à essayer de contrôler ce qui est incontrôlable et choisissez une attitude constructive en cherchant et en accomplissant ce que je peux contrôler. Ainsi,
notre esprit et notre corps deviendront de plus en plus forts. La vie est trop courte pour ne vivre que de manière heureuse. Tout le monde court vers la mort depuis sa naissance, comme s'il attendait un jour qu'il espère tant. Cependant, nous avons souvent du mal à accepter cette réalité et avons tendance à penser qu'il ne faut pas y penser. Cela est dû au fait que dans nos esprits, nous avons toujours la croyance infondée que plus nous pensons à la mort, plus elle arrivera tôt. Il y a une phrase dans un livre que j'ai lu il y a longtemps qui reste gravée dans ma mémoire. L'auteur de ce livre a déclaré qu'il pense toujours au moment où il mourra et à partir de cela, il organise et gère ses affaires. Il organise ses affaires de sorte que, s'il devait partir subitement, sa famille aurait moins à endurer. Il a préparé des documents bancaires et des assurances pour que sa famille puisse comprendre facilement les biens restants. Je pense que l'attitude de vie et de pensée de l'auteur est vraiment remarquable. Si nous pouvons organiser et préparer tout pour notre famille, alors notre vie actuelle deviendra également plus complète et significative. J'ai regardé une vidéo TED intitulée « Comment tromper les procrastinateurs ». Après avoir vu la vidéo, je me suis également senti touché dans un coin de mon cœur. En particulier, j'ai été choqué en regardant la fin de la vidéo, qui présente le calendrier de la vie. Le calendrier de la vie représente le nombre de jours que nous vivons tout au long de notre vie. En le regardant, je sens que le temps qui reste n'est pas aussi long que je le pensais. Le temps pour être avec les personnes importantes autour de moi est vraiment très court. Le temps passé avec mes parents pourrait même être encore moins. En pensant à cela, je me sens ému. Le calendrier de la vie est établi avec un critère d'une semaine, mais je peux établir un critère différent. Je peux compter les mois ou me baser sur des événements majeurs qui se déroulent de temps en temps, comme la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles. En concrétisant ces occurrences, des événements comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques que je négligeais auparavant prendront une toute autre dimension. Je penserai que je devrais soutenir activement et apprécier ces événements. Je me sens particulièrement touché en comptant combien de Noël je pourrais passer avec mon mari. Le résultat du calcul montre que je pourrais ne passer qu'environ 30 Noëls avec lui, et avec mes parents, seulement environ 8 fois. Lorsque je concrétise ce chiffre, je réalise que le temps qui reste n'est pas aussi long que je le pensais. Cette prise de conscience rend chaque Noël à venir plus précieux et différent des années précédentes. Ce n'est pas simplement l'arrivée de Noël, mais une occasion de partager l'amour et la gratitude profonde. Accepter que moi ou les personnes importantes dans ma vie puissent partir à tout moment. Cette attitude me fera réaliser que leur présence n'est pas une évidence, mais réellement précieuse et digne d'appréciation. Le temps que j'ai avec eux est inestimable et irremplaçable. Penser à la mort ne signifie pas que je ferai mourir les autres plus tôt. Au contraire, réfléchir à la mort m'aidera à me concentrer davantage sur le moment présent, lorsque nous vivons ensemble. Le calendrier de la vie suppose que notre espérance de vie est de 80 ans, mais tout le monde sait que certains peuvent partir plus tôt. Alors, ne pensez pas que toutes nos expériences dureront éternellement. La confusion sur le temps et notre finitude conduit vraiment à des malheurs. Si nous nous rappelons que nous avons tous des limites et que nous n'oublions pas que ceux qui nous entourent en ont aussi, nous pouvons vivre plus pleinement et significativement dans le présent. Rappelez-vous que nous allons tous mourir un jour. Moi, vous, et toutes les personnes importantes dans nos vies. Après tout, rien n'est plus insensé que de regretter ce qui est passé. Dans la vie, il y a de nombreuses petites choses auxquelles nous devons toujours prêter attention. Des choses grandes et petites comme des vagues dans la vie quotidienne. Par conséquent, nous devons avoir une norme personnelle pour notre façon de vivre. Si vous vous inquiétez continuellement de choses trop petites, il est fort probable que vous perdiez le bonheur sous vos yeux. Comme le dit le proverbe, le bonheur n'est pas dans la taille mais dans la fréquence. En lisant le livre « Ne remplissez pas votre vie de choses éphémères », je ressens que l'élimination des éléments inutiles de la vie est très importante. Pour une vie de retraite heureuse, pourquoi ne pas essayer d'établir vos propres normes pour votre vie quotidienne? Sinon, ces choses s'accumuleront et vous donneront l'impression d'un manque.
C'est ainsi que vous pouvez construire le bonheur pour vous-même et éliminer l'inquiétude. Sur ce, je vais conclure mon discours sur la sagesse de la vie. Si vous avez trouvé l'histoire d'aujourd'hui intéressante, n'hésitez pas à la partager avec les personnes autour de vous. S'abonner, aimer et activer les notifications sont de grandes motivations pour nous. Merci de votre attention.